Kiev à nouveau réveillé ce matin effectivement par une série d'explosions, au moins 4, nous précise son maire Vitali Klitschko. Des attaques qui n'ont certes pas touché l'ensemble de l'Ukraine comme lundi dernier, mais là encore c'est le centre de la capitale qui a été touché, frappé selon la présidence ukrainienne par des drones kamikazes iraniens. Dernières images, dernières informations avec Anne-Sophie Châtenay. Genoux à terre et armes pointées vers le ciel, des policiers tentent d'abattre un drone. La tentative est vaine, il s'écrase quelques instants plus tard. Immédiatement, un épais nuage de fumée apparaît dans le ciel. La scène se déroule ce matin à Kiev, en pleine rue. Ici, alors que de multiples coups de feu retentissent, des journalistes courent pour se mettre à l'abri. Les premières explosions ont été entendues au petit matin et très vite, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la capitale. La capitale a été attaquée par des drones kamikazes. Des attaques aux drones kamikazes avec pour cible le quartier Shevchenko, une zone résidentielle et animée. Le maire de la ville appelle les habitants à rester à l'abri. Ne vous rendez pas au centre-ville sans un besoin urgent. N'ignorez pas non plus les signaux d'avertissement aérien. Soyez conscients et prenez soin de notre propre sécurité. Soyons solidaires. Plusieurs immeubles ont été endommagés et des incendies se sont déclarés. Il y a tout juste une semaine, Kiev et d'autres villes d'Ukraine avaient déjà été touchées par de violents bombardements, faisant au moins 19 morts et une centaine de blessés. Ce matin, la présidence ukrainienne explique que ces attaques russes relèvent du désespoir et demande à ses alliés plus d'armes pour défendre le ciel ukrainien. Et sachez qu'on vous parle depuis plus de 8 mois maintenant de la résilience de ces Ukrainiens. Elle s'est encore confirmée ce matin du côté de Kiev. Écoutez comment certains ont réagi ce matin. C'est l'une des invitées du Temps de l'Info, Oksana Melnichuk. Elle est réfugiée en France, elle en parle le mieux. C'est son quartier qui a été visé. Elle est en contact avec ceux qui sont restés. Les gens même, ils tirent avec leurs fusils chez eux. De chez eux. De chez eux. Il y a les photos, les gens... Ils essayent de taper comme au baltrap, en fait, les drones. Pour comprendre le niveau de résilience des Ukrainiens, on a déjà une application sur notre téléphone. Voilà, j'ai le bruit même. Il y a une application qui permet aux Kieviens, dès que vous voyez le drone, parce qu'on l'entend, dès qu'on l'entend, on peut appuyer sur ce truc-là, sur cette application, et les services spéciaux... Pour le signaler comme Waze, quoi. Voilà. Comme et on le signale, c'est comme au secours, et les gens spéciaux, ils l'attaquent. On va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place. Bonjour Thomas Misraki, vous êtes avec Lucas Lassalle, Axel Charles Messens, merci d'être là. Nouvelles images, mais elles ressemblent cruellement à celles de la semaine dernière. Ces nouveaux visages aussi durcis par la peur et par ce qui se passe sur le terrain. Comment réagissent les Ukrainiens ? Écoutez, ce qui inquiète ici, c'est l'ampleur de cette attaque qui est en train de se dessiner. Je dis en train parce qu'on vient de l'apprendre il y a quelques instants à peine. 16 missiles russes ont été tirés de la mer Caspienne et ils se dirigent en ce moment même vers plusieurs cibles en Ukraine. Ces missiles, c'est la dernière salve. Un commentaire sur les réseaux sociaux disait tout à l'heure, le petit déjeuner est terminé, voici l'heure du déjeuner en évoquant ces missiles. Parce que ce sont en fait au total 37 drones qui ont été tirés depuis ce matin et qui ont visé plusieurs sites d'Ukraine. Alors vous l'avez évoqué évidemment, il y a à Kiev avec des dégâts fort importants. Il y a une personne qui a été tuée, une autre personne est toujours dans les décombres de l'un des immeubles touchés. 3 blessés aussi, toujours dans ces mêmes frappes à Kiev, la capitale qui décidément depuis une semaine n'est pas épargnée. Mais ces drones kamikazes ont aussi été utilisés ce matin plus au sud, à Odessa par exemple, ou à Mykolaiv, qui se trouve à environ 2 heures de là où nous nous trouvons. Et là, ce sont des réservoirs d'essence qui ont été frappés par ces drones. À Mykolaiv, ce sont 9 drones kamikazes qui ont été détruits par les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui sont plutôt bons dans la destruction de ces drones. Mais vous le voyez, on l'a vu encore ce matin à Kiev, lorsque c'est une quarantaine de drones qui est lancé vers des cibles, et bien tous ne sont pas interceptés. Le résultat, on l'a vu encore une fois ce matin dans la capitale ukrainienne, il est terrible puisque ce sont encore une fois
pour la plupart des zones résidentielles qui sont frappées par ces drones kamikazes qui sont désormais très utilisés par les Russes. On évoquait récemment ici en Ukraine un achat massif de drones kamikazes, 2400 qui auraient été achetés par les Russes aux Iraniens. Ces drones-là, maintenant, ils sont en service. Merci beaucoup à tous les trois. On vous retrouve bien évidemment dans ce 12-15. On reviendra dans quelques instants sur ces drones. Puis ça provoque justement quelques tensions nouvelles. Ça date d'il y a ce week-end, pas plus, entre Israël et la Russie. Et alors, que faut-il y voir dans ces attaques? On va en débattre avec nos invités en plateau, sachant que Vladimir Poutine s'était dit satisfait, entre guillemets, de ces frappes massives de la semaine dernière et que rien, ou presque, dans son discours ne laissait prévoir de nouvelles frappes loin du front. Réécoutons-le. Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine aujourd'hui, bien sûr que non. Aujourd'hui, il n'y a pas de besoin de frappe de masse. Petit à petit, ils remplissent les objectifs. Il n'y a pas de besoin de frappe de masse pour le moment, en tout cas. Et puis, on verra par la suite ce qu'il en sera. Général Dutart, qui voyez-vous? Est-ce que c'est une réponse à l'offensive qui a été menée sur la mairie de Donetsk, par exemple, là, hier? Oui, c'est possible. Il faut voir, on verra à la fin de la journée, comme le disait très justement Thomas Misraki, l'étendue de ces raids. Vous savez, ce drone dont on parle, c'est le Shahid 136. Là. C'est quasiment la taille de ce plateau-là, un petit peu plus petit. Là. C'est exactement cette forme-là, avec un petit moteur derrière qui fait à peu près... donc c'est un petit moteur propulsif, en fait, avec une petite hélice à 2 ou 3 pales et qui a une longue portée entre 1000 et 1500, peut-être 2000 km. Ça dépend de la masse d'armement qui est à bord et qui est guidée par GPS, en fait. On donne et c'est en très basse altitude. Et la caractéristique de ce missile, c'est que... Enfin, ce drone, c'est qu'il est très bruyant. C'est pour ça que ce que disait Oksana tout à l'heure sur le plateau, c'est qu'on les entend, on les voit, donc c'est très bien, très bien fait. Ça fait le bruit d'une tronçonneuse ou d'un scooter. Oui, c'est ça, d'un scooter, voilà, donc, et c'est en très basse altitude. On voit l'image derrière nous. Oui, et donc... Ça ne vole pas très vite. Non, ils ne volent pas très vite, 185 km/h. Donc ça permet d'informer la défense aérienne ukrainienne, mais qui n'est pas forcément centralisée comme elle peut l'être en France, pour essayer bien sûr d'intercepter ce type de missile avec du triplet, comme on dit, l'artillerie anti-aérienne, ou des missiles plus sophistiqués comme les Crotales français. Alors on va y revenir parce qu'il semblerait que les Russes veuillent acheter justement aux Iraniens de nouveaux drones, plus performé que celui-là. Revenons quand même sur cette stratégie. Quand on entend vendredi Vladimir Poutine indiquer qu'il n'y aura pas d'autres frappes massives, Thomas le disait à l'instant, 36 missiles tirés, certainement à l'aide de drones, c'est quand même une stratégie, qu'on le veuille ou non. Une stratégie de terroriser les Ukrainiens. On peut y voir la marque du nouveau général qui est en charge de l'opération spéciale, Sourovikine, parce qu'on se souvient qu'en Syrie, ce général s'était fait connaître justement avec des bombardements extrêmement massifs sur la Syrie. Et on voit bien que l'intention là est la même en Ukraine. Le Premier ministre ukrainien dit ce matin que suite à ces frappes, il y a des centaines de villes, de villages qui se retrouvent sans électricité. Donc il y a vraiment cette même volonté. C'est aussi une stratégie d'ailleurs. Absolument, cette même volonté qu'on avait vue à l'œuvre la semaine dernière, de viser les centrales électriques, centrales thermiques, tout ça aussi pour priver d'électricité les Ukrainiens et rendre le quotidien extrêmement compliqué. C'est une volonté de maintenir la tension, la pression sur ces Ukrainiens, mais qui résistent à leur façon. Alors il y a ces applis qui permettent en effet de détecter ces drones, puis on voit même sur les réseaux sociaux qu'on donne des instructions sur la façon d'essayer d'abattre ces drones pour ceux qui sont armés. Donc il y a vraiment une résistance qui essaye de s'organiser, mais on imagine bien quand même la peur, la crainte de ces habitants qui entendent les alertes, qui entendent ces drones survoler, sans savoir évidemment où ça va aller frapper. Donc il y a vraiment une volonté de maintenir la pression sur la population ukrainienne. La semaine dernière, il y avait un mixte, missile-drone, là visiblement, ça serait uniquement des drones, mais l'idée est la même. Population, bien. civile, et quand même des éléments sur tout ce qui concerne les l'énergie. Infrastructures, oui. Ouais. Mais au plan militaire, ces drones et ces campagnes de bombardement ont une faiblesse, c'est que, comme vous l'indiquiez, ils sont guidés par GPS, donc ils ne sont pas télécommandés, et donc il faut leur désigner une cible au moment de leur lancement.
Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas viser, ils ne peuvent pas atteindre des cibles mobiles, c'est-à-dire des convois militaires, des chars, etc. Et donc, comme ils ne peuvent atteindre que des cibles fixes, évidemment, ils sont lancés contre des infrastructures, contre des immeubles. Et c'est aussi la preuve de l'extrême faiblesse du potentiel à la fois industriel, scientifique et militaire de la Russie, puisque la Russie a essayé de fabriquer des drones il y a quelques années. Le ministère de la Défense russe a fourni un cahier des charges à des industriels qui sont incapables d'en produire. Donc la seule solution, c'est ces drones en très grand nombre, parce qu'ils sont très peu chers, autour de 20 000 $, mais dont l'efficacité militaire est limitée, ce qui fait, comme vous le dites, que ça vise certes un certain nombre d'infrastructures qui peuvent avoir un intérêt dans une campagne militaire. Mais il y a une guerre de l'énergie quand même, on peut pas le nier. Oui, mais beaucoup les populations. Denis Revkov, finalement, l'armée russe nous dit, c'est tombé il y a quelques minutes, qu'elle a atteint tous ses objectifs, tous ses cibles. On nous dit que les cibles énergétiques de 3 régions ont été visées. Finalement, par rapport à la semaine dernière, rien ne change, si ce n'est que la totalité de l'Ukraine n'a pas été visée. Oui, pour l'instant, on ne sait pas du tout donc, quelles sont les cibles qui ont été effectivement atteintes. Donc, même dans le centre de Kiev, ce n'est pas toujours clair quel était le rôle de bâtiment qui a été touché. Mais ce qu'on voit, quand même, il y a un changement de cap qui est important depuis quelques semaines. On a bien vu qu'au début de la guerre, si vous voulez, le success story, en quelque sorte, de l'armée russe, c'était ce qui se passait dans la région de Donbass, donc dans la région de Mariupol, surtout. Donc, et la Russie aimerait bien faire le même Mariupol, donc détruire une ville et de répéter ce qu'elle a déjà fait, sauf que maintenant on voit que l'armée russe n'est plus en mesure de le faire. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a un changement de cap qui est important dans la stratégie militaire et il faut bien l'admettre que pour l'instant ça fonctionne quand même en quelque sorte. Donc même si les Ukrainiens arrivent à abattre certaines drones, il y a des drones qui attendent des cibles, vu que comme vous l'avez remarqué, ils sont relativement peu chers. Ces drones-là, ça va se répéter dans les prochaines semaines, même si les Ukrainiens sont bien conscients au danger. Mais puis donc il y a l'hiver maintenant qui arrive. Vous avez bien parlé de la guerre de l'énergie, mais c'est surtout la guerre de chauffage qui va arriver, parce qu'il faut bien le rappeler, à Kiev, il va faire assez froid cet hiver-là, donc on ne connaît pas des températures, mais on peut bien imaginer que comme d'habitude, il va faire un -10, -15, voire -20 degrés à Kiev. Et si jamais il n'y a plus de chauffage dans des différentes villes, dans différents villages aux alentours, c'est-à-dire qu'à bout de moment, les habitants ils vont également laisser ces villages-là. Ici, à Kiev, aux alentours de Kiev, tout au début de la guerre, pourquoi est-ce que Kiev n'a pas été pris? Parce qu'il y a aussi eu des forces de défense territoriale qui ont été affectées à défendre la ville. Sauf que si jamais ce sont des villages vides, est-ce que les Ukrainiens peuvent arriver à défendre les villes? Ça, c'est une grande question. Et c'est ça un peu la stratégie des Russes. Et ça, ça peut fonctionner effectivement. C'est une vraie stratégie générale que de frapper l'énergie. Alors, ce ne sont pas forcément des sites emblématiques, mais ça compte. Il suffit de détruire une centrale, un poste de chauffage, l'eau, par exemple. Bien sûr. Ça fait partie de la guerre. Bien sûr, malheureusement, il y a des points logistiques. Pourquoi? Parce qu'on affaiblit à la fois, on essaye, mais c'est difficile d'affaiblir le moral des Ukrainiens. On sait qu'ils ont un moral d'acier. Mais ça crée une tension, ça crée peut-être un redéploiement de certaines forces pour essayer quand même d'intercepter quelques-uns de ces drones. Oui, mais par contre, comme disait très justement Jérôme Parot tout à l'heure, c'est pas du tout un effet militaire, enfin dans ce cadre-là, sauf si c'était ciblé sur des objectifs strictement militaires. C'est pour ça qu'il faut attendre de voir en fait, la carte des objectifs, entre guillemets, qui ont été atteints par ces drones. Mais en tout cas, ça ne changera rien sur le front. Donc, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est quelque part un petit succès, entre guillemets, des forces russes qui en ont bien besoin parce que, compte tenu des déboires qu'ils ont eus ces dernières semaines sur le front, je vous rappelle, le front, il fait 1200 km de long et avec des batailles qui sont importantes en ce moment même. Alors, est-ce que Kiev pourrait devenir à terme un front? Faut-il y voir le signe d'une nouvelle offensive? Oui, nous dit Jean-Dominique Marché, qui lui est journaliste à l'Opinion, spécialiste, vous le savez, des questions de défense. Que nous dit-il? Voici ce qu'il dit. De signaux faibles semblent indiquer que la Russie préparait une nouvelle offensive, peut-être vers Kiev. Ça étonne Jérôme Poirot, vous réagirez dans un instant. Il s'agirait de soulager la pression qui s'exerce contre l'armée russe vers Kherson et du côté de Kremina. Nivin Poltro, vous nous avez rejoint. Parlons déjà de cette offensive avec vous, certains y voient notamment sur du matériel de guerre russe et biélorusse de fameux symboles qui pourraient être, nous disent certains, les indices de cette nouvelle offensive russe.
Alors effectivement, ces mystérieux symboles, ils ont été notamment repérés sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Alors c'est très furtif, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien vous le voyez, sur tout ce matériel militaire, à chaque fois le même symbole. Je précise que cette vidéo, elle a été localisée en Biélorussie. Alors ce symbole, quel est-il? On a arrêté l'image pour que ce soit plus clair. Vous le voyez, on l'a entouré en rouge. C'est tout simplement un triangle avec vraisemblablement ce qui serait un 2 à l'intérieur de ce triangle. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, selon certains observateurs, ce serait tout simplement un marquage tactique pour identifier le matériel sur le champ de bataille, comme le fameux Z qu'on a vu au tout début de cette guerre. Et ce 2, selon certains observateurs, eh bien, ce serait le signe d'une seconde offensive, comprenez, deuxième attaque, notamment contre Kiev. Alors sur les réseaux sociaux, tout le monde est un peu parti à la quête de ce fameux triangle avec un 2. C'est vrai que ça a été repéré à de nombreuses reprises ces derniers jours, notamment et quasiment intégralement d'ailleurs en Biélorussie, avec à chaque fois ce fameux triangle et ce fameux signe à l'intérieur de ce triangle. Mais il faut rester extrêmement prudent avec cette analyse. D'abord parce que vous le voyez, ces photos, elles sont flou, c'est difficile de distinguer exactement ce qui se trouve à l'intérieur de ce triangle, mais surtout ce triangle, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît, on l'a déjà vu au tout début de la guerre, c'était en février dernier, avec soit un triangle et absolument rien à l'intérieur, soit avec un triangle et cette fois la lettre Z, sauf que la lettre Z, graphiquement, ça ressemble énormément aussi au chiffre 2. Il faut donc rester prudent. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que signifie ce fameux triangle, si c'est un Z à l'intérieur ou si c'est un 2. Attention aux interprétations, notamment sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre encore quelques jours pour savoir si effectivement c'était un signe avant-coureur d'une seconde offensive potentielle. Merci beaucoup Nevin Potros pour l'ensemble de ces détails. Denis Tsalkov, vous avez des éléments que vous pouvez nous apporter sur ce sigle? Puis on parlera bien évidemment de Kiev comme objectif. Je rajoute juste un élément qu'on a eu ce matin. Il y aurait 9000 soldats russes actuellement en Biélorussie. Selon la communication officielle de Minsk. Donc ça, c'est quand même une chose parce qu'en fait, oui, Biélorussie va bien dire que c'est 9 personnes, mais est-ce que c'est réellement 9000 personnes ou pas? Ça, on n'en sait rien. Les Russes, eux, n'ont jamais communiqué des vrais chiffres de plusieurs éléments de guerre. Si on revient un peu ces signes-là, c'est important de dire que tout au début de la guerre, quand on a parlé de ces fameux Z et V, donc des signes maintenant de l'offensive russe, c'était effectivement des signes tactiques tout au début. Donc je me rappelle que Z, c'était, si je ne me souviens pas, Z, c'était dans le groupement de l'armée russe dans le Donbass, et V, c'était le groupement de l'armée qui avançait depuis le sud. Donc en fait, il y a eu aussi le signe O. Donc O, ça signifie l'armée qui avançait vers Kiev depuis le nord, mais puis vu que quand même ça n'a pas très bien marché pour l'armée russe, ils ont abandonné ce symbole-là. Donc effectivement, peut-être ce triangle-là, ça peut être un signe d'une nouvel front qui va s'offrir au moment d'une armée, donc d'une partie de l'armée qui est délocalisée en Biélorussie. On ne sait pas encore pourquoi elle est localisée là-bas. Il y a effectivement Minsk qui dit que c'est uniquement pour dans les buts de la défense, mais vu quand même, il faut bien, on est tous d'accord que 9000 personnes pour l'armée russe, c'est comme une chiffre qui est assez importante. Ils ne vont pas les mettre en Biélorussie juste pour surveiller au cas où, et qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare. Mais on ignore pour l'instant, il n'y a pas même des sources de renseignement américaines, qu'est-ce qui se passe réellement sur le front, mais il y a de plus en plus de l'équipement militaire qui arrive effectivement par les voies ferroviaires vers la Biélorussie. Jérôme Poirot, je voyais dubitatif quand Dominique Merchet nous dit qu'une nouvelle offensive, peut-être vers Kiev, pourrait avoir lieu, qu'il y avait des signes avant-coureurs. Oui, peut-être, mais avec quelques soldats, avec quelques matériels. Alors on a vu sur vos images qu'effectivement, il reste encore du matériel militaire pour l'armée russe, mais ça signifierait qu'elle a quand même des ressources qui nous sont à peu près inconnues, parce qu'elle peine quand même, elle recule partout en Ukraine. Donc pour pouvoir développer un nouveau front dans le nord, vers Kiev, il faut vraiment des ressources très importantes. Et puis, ce qui a changé par rapport au 24 février, c'est que la guerre dure depuis plusieurs mois et que les moyens de renseignement qui sont mis pour surveiller exactement ce qui se passe en Biélorussie sont très très importants. Et je crois que le premier char qui traverserait la frontière entre la Biélorussie
et l'Ukraine serait immédiatement vitrifiée. Donc on peut penser aussi que les Ukrainiens se préparent avec leurs alliés à toute éventualité, notamment celle-là. Ça pourrait être un échec de plus de l'armée russe. Général, ouvrir un autre front, alors on le voit bien, pour fixer des troupes ukrainiennes, les enlever du Donbass. Ça serait une volonté de la part du Kremlin, mais tactiquement, est-ce que ce serait juste, à l'heure où on parle, d'ouvrir un autre front autour de la capitale ? Non, mais les signaux faibles, on peut l'interpréter comme ça. Je connais bien Jean-Dominique Marchais, il est souvent bien renseigné. Cela dit, comme le dit très justement Jérôme Poirot, alors vraiment la Biélorussie est surveillée comme le lait sur le feu en permanence par tous les services de renseignement. Moi, avant même qu'un char s'approche de la frontière, déjà il serait en ligne de mire. Donc je pense que c'est prématuré. Qu'il y ait effectivement des forces russes qui soient envoyées en Biélorussie pour X ou Y raison, peut-être de l'entraînement tout simplement, parce que ces militaires parmi les 220 000 ne sont pas aguerris du tout, ils ont besoin de s'entraîner. On sait que le président de la Biélorussie est quand même un grand vassal de Poutine, et qu'il fait tout pour lui être agréable. Il veut surtout pas s'impliquer. Il veut surtout, pardonnez-moi l'expression, sauver ses fesses. Absolument, et surtout pas s'impliquer, donc je pense que c'est prématuré. On ne peut pas écarter l'idée que tout doucement il y ait des forces qui descendent pour dire voilà, il faut que vous mettiez en face des forces ukrainiennes, donc ça pourrait être le cas. Mais je pense que c'est totalement prématuré pour l'instant. Tous les services de renseignement occidentaux, et notamment les Français, surveillent ça avec beaucoup d'attention. Mais c'est vrai que Magali se basait aussi sur des faits comme quoi certains renvoient aussi... les ambassades chinoises ont dit à leurs ressortissants de revenir. L'Égypte aussi, c'est ce que nous disait Nivine. La Serbie qui va fermer, elle, son ambassade. Pourquoi il y a une inquiétude là, à ce niveau-là ? C'est vrai qu'il y a de nombreux pays qui ont demandé en effet à leurs ressortissants de quitter Kiev, comme si l'on préparait. En effet, il y avait cette crainte d'une offensive sur Kiev. Parmi les signaux faibles, les dirigeants ukrainiens expliquent notamment qu'ils pensent que des nombreux drones iraniens qu'on a vus à l'œuvre, ces drones kamikazes qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui sur Kiev, ont été transférés vers la Biélorussie pour justement pouvoir frapper le territoire ukrainien plus facilement. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine a tout intérêt à faire planer cette menace d'une offensive et de l'ouverture de ce nouveau front pour en effet obliger les troupes ukrainiennes à se repositionner et sur ce front nord. Mais c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas concrètement avec quels moyens, parce que ces 9000 soldats russes qui seraient arrivés d'après Minsk en Biélorussie, pour le moment on les voit très peu. On ne sait pas en effet si c'est de l'entraînement, une véritable, ou si vraiment ils peuvent passer à l'acte. Mais ce qui est vrai, c'est que la menace est prise très au sérieux, puisqu'en effet de nombreuses ambassades disent à leurs ressortissants, dans le doute, mieux vaut quitter la capitale ukrainienne. Et puis ça met les troupes ukrainiennes en alerte, de toute façon. Ça peut. Restez bien avec nous. Dans un instant, on vous proposera de découvrir notre document exceptionnel signé Thomas Misraki, Axel Charles Messens et Lucas Lassalle. Ils ont réussi à s'approcher très près de la ligne de front, non loin de Kherson où les combats font rage. On vous en a parlé. Ils ont suivi notamment des soldats russes, mais aussi ont recueilli les témoignages de nombreux habitants de cette ville, vous le voyez, complètement pilonnée dans la région de Kherson. Il avait traité Poutine de clown, affirmait que les Ukrainiens avaient déjà gagné la guerre. Regardez cet homme, il s'appelle Igor Girkin. C'est un ultra-nationaliste, c'est un militaire. Il était devenu blogueur, il est avec sa femme. Un dernier au revoir avant de partir sur le front. On vous expliquera pourquoi. Et puis regardez, les Ukrainiens ont mis sa tête à prix. C'est une véritable chasse à l'homme qui a commencé. Et avec nos experts, on vous en dévoilera les coulisses.